pour établir votre comité de rémunération ou optimiser son fonctionnement, il faut évidemment aussi savoir comment ce comité doit être composé et comment il fonctionne. Donc c'est un deuxième sujet que nous traitons dans notre guide pratique et donc pendant notre webinaire d'aujourd'hui. Une petite introduction plutôt théorique. Tout d'abord, il faut prévoir évidemment une diversité minimale au sein de ce comité. C'est pour ça que nous préconisons un minimum de 3 membres et avec un maximum de 5 membres pour que ce comité ne devienne pas trop grand et pour qu'une bonne organisation des travaux reste possible. Évidemment, j'ai parlé d'une diversité minimale, donc ça veut dire que le comité, dans sa totalité, doit avoir les compétences nécessaires pour répondre aux sujets qui doivent être traités. Et donc ça, c'est au niveau collectif de la composition du comité. Ce sont ce qu'on appelle les hard skills, mais également les soft skills individuels de chaque membre du comité. Et le cas échéant, si on n'a pas toute l'expertise technique au sein du comité, on peut évidemment avoir recours à des spécialistes externes. Leur statut, j'y reviendrai, est peut-être un point d'attention. Alors, l'indépendance, un élément important, il faut prévoir dans ce comité suffisamment d'indépendance. Ça veut dire aussi des administrateurs non exécutifs. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les sujets qui sont traités dans le comité sont des sujets qui peuvent susciter des intérêts contradictoires. Donc, c'est pour ça des administrateurs non exécutifs. Et alors, ça veut dire des administrateurs qui satisfont aux critères des codes de bonne gouvernance. Évidemment, si je dis non exécutif, ça ne veut pas dire que les membres de direction ne peuvent jamais participer. Ils peuvent évidemment être invités à aux réunions du comité de nomination. Alors, de rémunération et de nomination, aux deux, évidemment. Évidemment, le rôle du président est très important, ça surtout et aussi en cas où, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, je vais y revenir. Ça doit également être un administrateur non exécutif, ça peut éventuellement être, pourquoi pas, le président du conseil d'administration. Alors, une fois ce comité composé et bien composé, se pose la question comment va-t-il fonctionner? Alors, il faut suffisamment de réunions pour traiter toutes les questions qui doivent être ensuite reportées au conseil d'administration. En général, on prévoit minimum 2 réunions par an, des réunions assez longues, 2 à 3 heures. Ces réunions doivent être bien préparées. Il faut avoir la documentation à l'avance, c'est-à-dire en temps utile, parce qu'il faut, si on attend des membres d'être bien préparés, ils doivent aussi évidemment avoir l'occasion de bien se préparer. Un petit astuce, c'est de définir un calendrier annuel pour éviter des surprises et des travaux de dernière minute. Mais évidemment, dans des temps incertains comme aujourd'hui, des réunions urgentes sont toujours possibles. Alors, il faut établir, je l'ai dit, on peut faire appel à des avis externes. C'est quand même quelque chose d'important. Donc, il est conseillé d'avoir une procédure préétablie pour organiser ce genre de recours à des avis externes. Alors, il faut veiller à la mémoire du comité. Donc, en fait, il faut une prise de notes par un secrétaire et ensuite un reporting qui est fait au conseil par le président du comité. Et quand il y a des renouvellements, quand il y a des nouveaux membres qui entrent, il faut accorder de l'importance au onboarding de ces nouveaux membres, mais pas uniquement cela. Aussi, pendant la durée du mandat, il faut veiller à une mise à jour des connaissances et à une évaluation régulière du fonctionnement du comité. Une évaluation du comité, mais également souvent dans le cadre d'une évaluation du conseil d'administration dans sa totalité. Alors, pour finir, et puis je repasse aux membres de notre panel quelques points d'attention, même quelques clignotants, et il y en a 3. Tout d'abord, je l'ai déjà cité, les conflits d'intérêts, et donc les conflits d'intérêts au-delà
des conflits d'intérêts légaux, parce que ça, évidemment, c'est bien réglé déjà dans la loi, mais aussi pour les conflits d'intérêts qui ne sont pas purement patrimoniaux. Il faut prévoir une définition, il faut prévoir une procédure si jamais de tels conflits devaient se présenter. Alors, avec un devoir d'information, un devoir d'abstention. Deuxième élément important, deuxième clignotant ou point d'attention, c'est l'équilibre à trouver entre la confidentialité des informations qui sont traitées dans ce comité et quand même le fait que ce comité est un organe consultatif. Donc il faut absolument assurer un reporting transparent vis-à-vis du conseil d'administration. J'en parlerai aussi immédiatement avec les membres de notre panel. Et troisième élément, déjà cité également, c'est le cadre juridique qui est peu clair pour ces experts, parce qu'on va faire appel à des experts qui sont des experts techniques pour enrichir les travaux du comité. Ces experts ne font pas partie du conseil d'administration. Ils ne sont pas membres du Conseil et donc ils ne partagent pas la décision collégiale du Conseil. Donc ils ont une position un peu particulière à laquelle il convient de faire attention. Alors, commençons avec une première question pour les membres de notre panel concernant la composition du REMCO. Jacques, si je peux cette fois commencer avec vous, comment est-ce que vous choisissez au sein de vos différentes sociétés les membres du REMCO et quelle est pour vous, j'ai parlé de suffisamment d'indépendance, quelle est pour vous l'importance de l'indépendance des membres du REMCO? Alors, c'est une question vraiment fondamentale. On a vu l'importance tout à l'heure, du rôle du comité de nomination et rémunération. Bon, il est clair qu'il faut avoir des joueurs dans ce comité, des membres de ce comité, qui assument les responsabilités prévues. Alors, la première responsabilité et donc la première, je dirais, caractéristique que l'on recherche pour un membre du comité de rémunération et nomination, bon, c'est évidemment l'affinité avec le sujet et les compétences nécessaires donc, pour comprendre les différents points d'une rémunération et donc être prêt à s'investir dans le sujet. Mais le tout premier point, c'est l'affinité. Est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas parler de ce genre de choses? Est-ce que j'aime ou je n'aime pas étudier ce genre de choses, approfondir de manière à le faire de manière la plus professionnelle possible? Et on l'a dit, ce n'est pas que du hard, donc c'est également c'est de l'humain. Donc c'est du soft, mais enfin il y a bien d'autres choses que ça aussi. Donc c'est vraiment, on parle ici de la composante humaine de l'entreprise, et donc il faut vraiment faire attention quand on choisit les membres du comité. Une deuxième caractéristique, ça a été dit aussi, c'est la diversité, la complémentarité. Comme ça, le même sujet est regardé de différentes manières. Et personnellement, donc, je suis dans des comités. Donc, je suis président du comité de nomination-rémunération à Saint-Luc et également à Cofinimo, tout en étant président du conseil. Eh bien, le choix donc, et cette diversité dans le choix est un sujet, pour moi, qui est de grande priorité. Et un sujet évident, c'est le partage homme-femme. Et ce n'est pas pour avoir des statistiques, c'est parce que la manière d'appréhender les sujets est différente. Et je trouve que pour les décisions concernant l'humain précisément, c'est excessivement important d'avoir un maximum de couverture du sujet. Et alors, une dernière caractéristique, ou plutôt deux, c'est la disponibilité. Donc il faut le temps pour étudier, et le temps également lors des moments informels d'un conseil d'administration, de parler avec le management, enfin de sentir. Donc de parler et donc avoir cette disponibilité, et bien entendu la discrétion. Donc il y a des choses qui se disent,
parfois des choses terriblement confidentielles, et sur des gens de nouveau. Donc il faut avoir une garantie de discrétion de la part des membres sur de tels sujets. Voilà, en 2 mots, ce que je dirais. Merci beaucoup, Jacques. Anne, vu votre expérience au sein du REMCO, comment voyez-vous la composition et est-ce que vous voyez une évolution dans cette composition à nouveau compte tenu des nouvelles tendances sociétales? Je suis assez en ligne avec ce que nous disait Jacques. Pour moi, un point fondamental, je pense, c'est vraiment, et c'est là-dessus que je voudrais mettre le focus, c'est la diversité des profils et la complémentarité sur plusieurs points, mais notamment sur les compétences. On n'a pas besoin d'avoir tout des RH, surtout pas. Hein, on a vraiment aussi besoin d'avoir des gens du business, parce que souvent, hein, les RH, ils font leur petite cuisine de leur côté, mais on oublie qu'il y a du business derrière. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, une diversité au niveau des sensibilités. Voilà, parce que on a besoin de mécanique, on a besoin de rigueur, mais on a aussi besoin de plus de rondeur sur certains points. Et donc, c'est cette complémentarité qui est très intéressante. Et puis, il faut pouvoir l'exploiter, cette complémentarité. Et comment est-ce qu'on l'exploite? Il faut donc des gens qui osent le débat et qui osent mettre les points sur la table, parce que c'est beaucoup de sensibilité. Il y a de l'émotionnel. Il y a de l'émotionnel, donc il faut sortir de là, il faut cette prise de hauteur, il faut oser mettre les points. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment les éléments les plus importants, je pense, à considérer dans la composition du comité de rémunération, en dehors de tas d'autres choses qui ont déjà été dites. Parfait, très bien. Oser le débat, on sait bien que le courage est la première qualité ou une des premières qualités de tout bon administrateur. Donc, c'est très intéressant que vous mettez aussi le doigt là-dessus. Je reste avec vous, Anne. Jacques, il a parlé de la discrétion. Dans ma petite présentation, j'ai également parlé de cet équilibre à trouver entre le reporting qui est nécessaire vis-à-vis du Conseil et la confidentialité qui est quand même à respecter vu les sujets quand même très délicats qui sont traités au sein de ce comité. Alors, une bonne pratique, c'est de faire un reporting verbal plus un rapport écrit vis-à-vis du Conseil. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, déjà, nous, systématiquement, les REMCO se passent, on essaye, 2 semaines en amont du conseil d'administration, de manière à avoir le temps de bien repackager tout ça, si je peux le dire comme ça. Alors, il y a un double reporting, il y a un minutes of meeting, un PV du conseil de rémunération qui est signé par les différents membres du conseil de rémunération. Donc ça, on a vraiment un bon système. Alors jusqu'où on va dans le détail de ce qui était dit? Ça ne sert à rien d'aller mettre le détail de toutes les sensibilités, les avis personnels, tout ce genre de choses. Donc on est sur le fond du débat, quel est le fond du débat, hein, et donc il y a vraiment les points de discussion, et puis quels sont les éléments qu'on doit remonter au niveau du Conseil pour prise de décision. Donc ça, c'est clairement la première chose. Sur base de ça, je refais une petite présentation générale très succincte sur lequel c'est plutôt quels ont été les sujets qu'autre chose. Là aussi, je mets très fort en évidence de quoi est-ce qu'on a discuté et qu'est-ce qu'on doit décider. En général, les points de discussion, sans aller dans le fond, on les mentionne quand même au conseil d'administration parce que souvent, quand on est sur des sujets du temps long, des sujets en profondeur, j'ai pas envie qu'on discute pendant 3-4 comités de rémunération pour arriver ensuite avec une boîte à surprise vers le conseil d'administration. Ça, c'est pas possible. Ils doivent suivre aussi le cheminement qu'on a eu, sans refaire, bien sûr, un comité de rémunération au niveau du conseil. Donc, on mentionne les points qui sont sous discussion, sans aller dans le contenu, hein, mais comme ça, petit à petit, ça mûrit au niveau du conseil. Et donc, quand on amène le point pour validation, ils sont tout à fait déjà dans le bain. Et puis, il y a les points de validation. Alors, au niveau de confidentialité, oui, voilà, parfois, on surfe sur comment exprimer les choses en préservant cette confidentialité. Un petit truc que j'ai introduit, je me suis essayé à ça une fois ou deux, ça a pas mal marché, c'était pour les choses trop confidentielles mais qui se devaient d'être documentées, de noter ça dans un addendum.
Et donc, en fait, l'addendum ne circulait pas de la même manière, mais il a été quand même stocké et enregistré. Et donc, il n'a pas, voilà, les personnes qui ne devaient pas y avoir accès n'ont pas eu accès. Voilà. Merci beaucoup. Point technique. Ces conseils très pratiques, je pense que ça va beaucoup intéresser nos participants. Jean, qu'est-ce que tu vois ça de la même manière, ou est-ce que tu as d'autres éléments à partager très brièvement, parce que nous sommes Non. out of time. Donc je partage totalement ce qu'Anne vient de dire. Donc, partie écrite avec un PV, donc ça c'est évident. Entre autres, il y a des grilles de rémunération, des choses comme ça c'est clair que, ne fût-ce que du point de vue gouvernance, il le faut. Mais donc il y a la partie PV, et puis alors il y a une partie orale, que je fais personnellement, donc. Puisque je suis le président du comité de nomination et que je fais personnellement donc, au conseil d'administration. Et là, partie orale, plutôt sur les sujets délicats. Et même là, j'insiste davantage sur les messages que sur les détails. Donc, comme ça, le conseil d'administration est bien au courant de certains messages. Tiens, il y a un sujet là, il y a un sujet là, et on ne rentre pas dans un détail inutile. J'accorde pas mal d'importance à l'informel aussi. C'est-à-dire que donc, à l'occasion, on essaye d'échanger avec l'un ou avec un autre, donc des sujets plus délicats. Et par exemple, à la fin de chaque conseil d'administration, c'est le dernier point de l'ordre du jour, le management quitte la salle et on a ce qu'on appelle un point non exécutif. Et donc, ce sont les administrateurs non exécutifs qui restent entre eux et on discute des sujets, s'il y en a. Et peut-être que ce point non exécutif, ce jour-là, il n'y en a pas. Mais en tout cas, on se donne cette possibilité. Donc, alors, ce n'est plus uniquement le comité de nomination et rémunération, c'est vraiment le conseil d'administration collégial qui, on débat d'un sujet ou d'un autre si c'est nécessaire. Merci beaucoup, Jacques. Avec tous ces conseils très intéressants, je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour procéder à l'établissement d'une politique de rémunération équilibrée. Et je passe pour ça la parole à Paul Etienne de Hudson. Merci.